Salut les noobs! Si vous êtes étudiant, professionnel de l'informatique ou tout simplement curieux ou curieuse et que vous souhaitez comprendre ce qu'est la virtualisation, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va faire un minimum de théorie mais surtout pas mal de pratique pour comprendre ensemble ce qu'est un snapshot, la virtualisation de type 1 ou 2, on va utiliser Proxmox, VMware, VirtualBox, peut-être même Hyper-V et surtout, on va vulgariser un maximum pour que tout le monde comprenne bien de quoi je vais parler. Accroche-toi les roues flaquettes, on démarre maintenant. Alors un ordinateur, comme j'ai là mon ordinateur portable, c'est capable de faire plusieurs choses en même temps. On dit qu'un ordinateur est donc multitâche. Un ordinateur est multitâche et il est composé de ces trois éléments. 1. Du matériel, un clavier, une souris, une carte mère, de la mémoire vive, un processeur. 2. C'est équipé d'un système d'exploitation, une sorte de super programme qui va permettre d'utiliser justement le matériel. 3. Enfin, c'est un ensemble de logiciels installés sur le système d'exploitation, installés sur cette machine. Fortnite, c'est un logiciel, Excel aussi, Google Chrome aussi, c'est un logiciel. Matériel, système d'exploitation, logiciel, ces trois composants permettent à nos ordinateurs de gérer plusieurs tâches en même temps. J'enregistre quelque chose. Abonnez-vous, bande de chacals. En même temps que je fais ça, vous l'aurez compris que je peux ouvrir un navigateur internet. Je peux aller sur YouTube par exemple et voir les dernières vidéos. Abonnez-vous, c'est bon, ça c'est bon, vous avez compris. En entreprise, on a souvent affaire avec des ordinateurs plus puissants, on appelle ça des serveurs, vous vous en doutez. Et quand j'ai commencé ma carrière dans les années 2000, on avait souvent un serveur qui faisait plein de trucs à la fois, ou alors un serveur dédié à une tâche. On avait par exemple un serveur d'annuaire avec Microsoft Active Directory qui rassemblait l'ensemble des comptes utilisateurs, des imprimantes, des ordinateurs, mais qui était aussi un serveur d'impression et un serveur d'envoi et de réception de mails. On avait aussi un serveur qui ne faisait que partager un dossier en réseau, un serveur de fichiers en somme. Enfin, on avait un troisième serveur pour le marketing et la comptabilité pour faire des factures aux clients. Le quatrième serveur était un serveur de sauvegarde qui récupérait les bases de données chaque soir en cas de pépin. Les inconvénients de cette non-virtualisation, quand on avait 4 serveurs, sont simples. 1. Il fallait 4 maintenances à payer pour les 4 serveurs. 2. En cas de problème avec le serveur d'impression, il fallait redémarrer le serveur qui était aussi serveur d'annuaire, obligeant tout le monde à se déconnecter pendant 5 à 10 minutes. 3. Les 4 serveurs étaient allumés H24, ce qui engendrait des dépenses énergétiques inutiles, d'autant que parfois, le serveur de sauvegarde était en feu tellement il bossait pour sauvegarder, alors qu'au même moment, le serveur de fichier il était très peu sollicité et était utilisé à 5%. Quatrième et dernier élément, en cas de panne matérielle, il nous fallait parfois attendre des heures pour avoir la pièce cassée, une barrette de mémoire vive défectueuse, un disque dur à changer, et pendant ce temps-là, nos collègues étaient bien embêtés, le serveur était HS, éteint, on ne pouvait plus s'en servir. Avant la virtualisation, nos ordinateurs et nos serveurs étaient déjà multitâches, on l'a vu. Mais le système d'exploitation, le Windows par exemple, ou le Linux, était dépendant du matériel sur lequel il était installé. La virtualisation va permettre de conserver, bien sûr, ce côté multitâche, mais au lieu de lancer plusieurs logiciels en même temps, on va carrément lancer plusieurs systèmes d'exploitation différents en même temps et en partageant les ressources système. J'ai parfois des étudiants qui me disent qu'ils font des études d'informatique mais qu'ils n'ont jamais testé la virtualisation. Les gars, c'est la base franchement. Et le pire, c'est que la virtualisation, c'est plus vieux que moi. Pourtant, avant même les années 80, la société IBM avait déjà commencé à imaginer la virtualisation. Les plus vieux parmi vous se rappelleront peut-être du logiciel PC Task sur Amiga qui permettait d'installer Windows en version 3. Mais attendez, je ne vous ai même pas expliqué ce que c'était que la virtualisation et je parle déjà du résultat. Virtualiser, c'est faire que mes 4 serveurs informatiques de l'exemple de tout à l'heure ne soient plus installés que sur un serveur. C'est la virtualisation système. Allez, commençons la pratique. Donc ça, le PC portable que vous avez devant vous, c'est un PC portable qui me sert pour mes streams. Je vais télécharger un logiciel qui s'appelle VirtualBox. Voilà, c'est fait par la société Oracle. Ça s'appelle Oracle VM, comme Virtual Machine, machine virtuelle. VirtualBox, bim, je clique sur Download. Suivant, oui, installer.
Et bim, voilà, ça y est, j'ai mon Oracle VM VirtualBox. Bienvenue dans VirtualBox. J'ai installé le logiciel. C'est très compliqué, vous avez vu. Le lien du logiciel, vous vous en doutez, est en description. Le logiciel VirtualBox va donc me permettre de créer une VM, une virtual machine ou une machine virtuelle en français. Mon PC avec Windows et ce logiciel va lancer un autre système d'exploitation. On va installer par exemple Ubuntu qui est à la base un noyau Linux. Ce qui est drôle, c'est qu'on peut lui partager les ressources qu'on veut. Hop, je vais chercher ma machine Ubuntu. Bon, j'en ai quelques-unes. On va prendre Prox Ubuntu 22.04. Vous voyez, je peux lui mettre 2 Go de mémoire vive, mais je peux, si je veux, lui mettre 4096. En gros, 4 Go de RAM, 4096, 4 Go de RAM, je peux lui attribuer 1, 2 ou 3 CPU, donc processeurs. Hop, je crée un petit disque de 25 Go, pourquoi pas, suivant. Et je fais finish, et je suis, voilà, ça y est, ma machine est prête. C'est comme si, ouais, j'avais installé virtuellement un Ubuntu là, sur le PC, alors que mon PC, il est en train d'exécuter Windows. Waouh! Je fais démarrer, et voilà, ça démarre. Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise plus simplement que ça? Alors, des fois, j'ai des stagiaires qui viennent me voir, des stagiaires informatiques, et qui veulent venir dans mon entreprise et qui me disent « Ah non, j'ai jamais pu installer Active Directory ou Windows Server 2022 ou je sais pas quoi, parce que j'ai pas de serveur. » Juste avant, ils m'ont dit avoir un PC de gamer avec 32 Go de RAM, une grosse 4070, soit largement de quoi faire tourner un serveur virtuel. Et ça, j'avoue que ça m'énerve, parce que c'est tellement facile de créer un serveur, enfin, 2 secondes, quoi, avec VirtualBox, quoi. Alors, en plus de ce Ubuntu que vous voyez là sur mon serveur sur mon PC portable, hein, qui date déjà d'il y a 10 ans, je pourrais installer et exécuter en même temps un Windows 7. Un Windows 10, un Windows 11 aussi, je pourrais tout faire, tout ça en même temps. Je pourrais avoir plusieurs systèmes d'exploitation qui travaillent en même temps. Mais, vous l'aurez compris, j'ai un problème. Et c'est la seule limitation, si je puis dire aujourd'hui, c'est la qualité la performance, pardon, de ce portable. Je n'ai que 8 Go de RAM, donc forcément, si je dois donner 4 Go de RAM à Ubuntu, à Debian, à Windows, à machin, je vais peu pouvoir et ça ne sera pas assez puissant. Mais la seule limite, elle est physique, elle est de la puissance, elle n'est pas sur le logiciel qui peut avoir 30 machines qui tournent en même temps. Ça se fait très souvent en entreprise. Alors pour info, j'ai créé aussi ce petit serveur de virtualisation qui est là, un petit Lenovo. Ça s'appelle un hyperviseur. Un hyperviseur, c'est comme un système d'exploitation qui s'installerait sur du matériel. En gros, c'est pas Windows, c'est pas Linux, c'est Proxmox sur celui-là. Et ça sert à virtualiser, c'est un hyperviseur. Je peux accéder à mon hyperviseur depuis mon PC portable Windows. Pour cela, j'ouvre mon navigateur et c'est le 1.204, non, c'est pas le 1.204. Et je tape l'adresse IP de mon hyperviseur. Je mets mon mot de passe et voilà. Et donc, je vais pouvoir gérer toutes mes machines virtuelles ici, sur ce truc. D'ailleurs, je vais le mettre en plein écran. Sur ce truc qui s'appelle Lenovo. Là, c'est le nom du petit PC qui est ici et qui s'appelle Lenovo. Voilà. Je peux démarrer tranquillement un petit Windows. D'ailleurs, on va le faire. Là, on va faire démarrer. Vous voyez, bim, je clique sur démarrer. Je clique sur ma VM Home Assistant que je suis en train de préparer pour une autre vidéo, je clique sur démarrer. Voilà, je peux lancer, et puis je suis un fou, je peux démarrer ma VM Debian sur lequel il y a Docker. Voilà, j'ai 3 machines qui sont en train de démarrer sur ce petit PC qui est ici. Voilà. Alors pourquoi ai-je créé ce petit serveur ici, en gros sur ce tout petit PC qui date un petit peu de la guerre 14, quoi, on va dire. Parce que vous allez pouvoir avoir un petit PC qui va pas vraiment vous coûter très cher. Je l'ai acheté 170 balles, je crois, sur Amazon. Et ça a 8 Go de RAM, ça a un Core i5 et 256 Go de disque SSD que j'ai remplacé par un 1 Tera qui traînait dans un coin. Aussi, en termes d'électricité, ça va être assez ridicule. Ça consomme quasiment que dalle en termes d'électricité. Donc, je vais le laisser tourner H24 pour mettre plein de serveurs divers et variés. Du coup, vous l'aurez compris, sur ce PC Lenovo, j'ai pris une clé USB et j'ai installé dessus un système d'exploitation. Non, je me suis trompé. J'ai installé dessus Proxmox, un hyperviseur, pour être exact. WinDMX, c'était ma machine que j'avais créée, vous savez, pour gérer mes lumières un peu comme ceci là. Vous savez, hop, boum, ça fait des trucs chelous. Voilà. Ça, ce Windows,
C'est un fichier en fait, c'est juste un fichier qui est sur ce petit PC Lenovo ici, le T-Sync Center là. C'est juste un fichier qui est lancé sur le Proxmox. Quand je lance le logiciel Firefox par exemple sur cet ordinateur, eh bien le logiciel ne se lance pas sur ma machine qui est ici sur mon PC de streaming, il ne se lance pas sur ce portable qui est ici, il se lance bien sur et grâce à la machine physique qui est là, à mon Lenovo, voilà. Alors si on veut aller plus loin, en entreprise on a souvent affaire avec des serveurs un peu volumineux, un peu plus gros. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de mon expérience passée. On allume tout de suite le serveur que m'a offert Denver et qui va me servir à vous parler de VMware. Allez, on va allumer ce serveur VMware pour voir la tronche du truc. C'est parti. Ah oui, avant, il faut que j'allume la baie de disque. Ça, c'est l'ensemble des disques durs qui me permettent ensuite, c'est virtualisé d'ailleurs, et ça me permet de partager ces disques à un ou plusieurs serveurs. Donc je l'allume. Au revoir, tranquillité. La baie est démarrée, ça va très vite à démarrer la baie. Et le serveur ensuite, il va falloir que j'appuie ici sur le petit on-off et vous allez voir, c'est un serveur qu'on va appeler VMware vSphere. C'est parti, on-off. Voilà. Ça fait un peu de bruit, hein? Ouais, je veux entendre le bruit. D'accord. Voilà, il est en train de démarrer, VMware ESXi. Vous le voyez pas du tout ici, hein, vous voyez la petite barre jaune qui monte. Vous le voyez, on a deux Intel, enfin vous le voyez pas du tout en fait, moi je vous le dis, il y a deux Intel Xeon CPU E5 2630 V3 à 2 Go 4 par processeur. Et enfin, on a 127,9 Go de mémoire vive. 127, on va dire 128 Go de mémoire vive. Ça, c'est merci Denver qui m'avait offert ce serveur. Pareil, la vidéo, vous la trouvez en description. Maintenant, je pourrais me connecter, je pense. Voilà, je suis sur VMware, localhost, voilà. Vous voyez les ressources qui ne sont pas du tout utilisées. Il y a 37 GHz de processeurs disponibles. 38,4 pour être tout à fait honnête. Il y a 127,91 Go de RAM disponible, 128 Go. Tout ça pour dire que dans VMware, ça se présente, enfin ça ressemble un petit peu à Proxmox, on va pas se le cacher. Vous avez donc ces 128 Go de RAM, vous avez donc tes 8 Teraoctets qui sont stockés sur la baie de stockage ici, la baie de stockage. On voit bien que j'ai 16 CPU disponibles, hein. Avec l'hyperscaling, j'ai 32 cœurs logiques. Je peux distribuer 32 cœurs à mes PC. C'est quand même le bonheur. On est encore largement mieux que sur un Core i7 par exemple. On a actuellement deux machines qui sont un Ubuntu et un Debian. Je peux cliquer sur Ubuntu bien sûr et mettre sous tension. Bam, ça y est, je démarre la machine. Je peux aussi, si je le souhaite, créer une machine virtuelle. En faisant créer une machine virtuelle, je crée une machine virtuelle suivant. Je vais dire que je vais créer un Windows. Je dis où est-ce que je veux stocker ma machine, je vais le stocker là où j'ai 8 Tera, ça on est bon. Je lui dis le nombre de CPU que je veux lui attribuer, la mémoire vive que je veux lui attribuer. On va lui mettre 16 Go de RAM, j'en ai rien à faire, 90 Go de disque, on est bon. Et là on peut faire terminer. Voilà, j'ai créé ma machine. Il va falloir dans cette machine lui ajouter, comme si c'était une machine virtuelle, machine réelle, il va falloir lui ajouter, vous savez, une sorte de clé USB. On va lui mettre une clé USB virtuelle, vous l'aurez compris. Bon, on va l'éteindre pour continuer parce qu'avec ce bruit ambiant et la chaleur, parce que du coup il fait d'une chaleur de malade, c'est pas forcément très pratique et c'est pas très agréable pour vous non plus. En tout cas voilà, VMware c'est le feu, la suite avec le serveur éteint. Voilà, je l'ai éteint juste parce que c'était inaudible en fait avec le bruit que ça fait. vSphere de la société VMware, c'est donc comme Proxmox, c'est un hyperviseur, une sorte de système d'exploitation qui sert à faire de la virtualisation. Mais c'est pas vraiment un système d'exploitation non plus. On les appelle des hyperviseurs de type 1. Et je vais vous expliquer tout de suite, ça va être très simple. Le type 1 parce qu'on n'a pas besoin d'installer un système d'exploitation sur un PC pour ensuite installer Proxmox ou VMware ou vSphere. Proxmox ou vSphere, ce sont les espèces de systèmes d'exploitation, ce sont les hyperviseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de Windows, de Linux pour lancer Proxmox ou VMware. Ce sont eux-mêmes des logiciels qui servent à ça. Un hyperviseur de type 2, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec VirtualBox. Il est où mon VirtualBox? Il est là mon VirtualBox avec ma machine Ubuntu qui est OK.
Ça y est, reboot now. Voilà, j'ai installé mon Ubuntu serveur, j'en ai rien à faire, hein, voilà. Mais ça, c'est bien mon Windows, là vous voyez, j'ai un Windows, voilà, Windows 10. J'ai bien mon Windows qui va lancer un logiciel qui s'appelle VirtualBox, qui va lancer une machine virtuelle sur Ubuntu. C'est bien un hyperviseur à la rigueur, mais de type 2. J'ai besoin de Windows, j'ai besoin de Linux ou de macOS pour lancer une machine virtuelle et le logiciel surtout qui va me permettre de créer des machines virtuelles. VirtualBox type 2, VMware ou Proxmox, type 1. Ok? Alors reprenons les désavantages des serveurs quand on n'avait pas la virtualisation, rappelez-vous. Désavantage 1, il fallait 4 serveurs physiques pour gérer le tout. Désormais, vous l'avez vu, on peut prendre un seul serveur plus puissant, certes, mais tout gérer sur le même. L'autre désavantage, c'était d'avoir 4 machines virtuelles et donc 4 maintenances à payer. Puisqu'on va tout rassembler sur un seul serveur qu'on va acheter, eh ben on n'aura besoin que d'une maintenance. Ça, c'est tout bête, hein, mais niveau financier, c'est plus rentable d'un coup. Ensuite, rappelez-vous ce que je disais aussi en termes de désavantages. En termes de performance, nos serveurs ne pouvaient parfois n'utiliser qu'en moyenne que 15% de leur puissance, alors que tout le reste du temps, ils étaient peut-être à 1% et ils servaient à rien. On va mutualiser les processeurs pour en faire, même la RAM c'est pareil, on va mutualiser la RAM, la mémoire vive, pour que ça puisse être le plus harmonieux possible. Avec n'importe quel hyperviseur, vous pouvez modifier la configuration matérielle aussi, sans rien toucher justement au matériel. Là, je vous fais voir sur VirtualBox, mais vous voyez que dans chaque machine, vous pouvez modifier eh bien tout simplement le système, le nombre de mémoire vive disponible. Là forcément elle est allumée donc je ne peux pas le modifier. On parlait aussi qu'en cas de panne matérielle tout à l'heure, il nous fallait attendre de recevoir la pièce défectueuse et parfois même il nous fallait réinstaller Windows ou le logiciel et réinstaller ensuite la sauvegarde. Là, avec la virtualisation, c'est terminé. Est-ce que c'est bon pour vous? L'ensemble de votre Windows par exemple sera stocké dans un seul fichier. En fait, un gros fichier par disque dur. Comprenez bien qu'on n'est plus dépendant de la machine physique. On s'en fout de la machine physique. Ce qui compte, c'est la machine virtuelle en fait. Autre élément dont je me devais de vous parler, la tolérance de panne. Vu qu'une machine virtuelle c'est juste un gros fichier, on va stocker l'ensemble de ces gros fichiers sur une baie de disque comme celle que je vous fais voir là, de mon studio. Cette baie va être branchée sur un réseau informatique et cette baie va permettre de créer un réseau de stockage qu'on appelle un SAN. 2 ou 3 hyperviseurs qui seront branchés à cette baie, forcément par le réseau, vont pouvoir exécuter des machines virtuelles stockées sur cette baie. En cas de panne complète d'un hyperviseur sur les 3, un serveur dédié va s'en apercevoir, c'est d'ailleurs sa seule mission, et lancer le démarrage ou la copie, on va dire, la transfert de cette machine sur un autre serveur disponible en quelques secondes. La plupart du temps, il se peut que les utilisateurs ne s'en aperçoivent même pas. Cette tolérance de panne s'appelle la HA comme High Availability, c'est dur à dire, la haute disponibilité, et l'organisation qui permet d'avoir de la HA s'appelle un cluster. Allez, on va aller plus loin et on va parler de snapshot, une photo que l'on peut faire de l'état d'un serveur pour y revenir à cet état en cas de problème. Ça peut aussi servir à sauvegarder ce qui a été fait avant le snapshot et faire ce snapshot, cette photo, c'est disponible sur VirtualBox, sur vSphere, sur Proxmox, sur Hyper-V, bref, c'est disponible partout, tout le temps, gratuitement, on va dire, c'est intégré, on va dire, et c'est super simple. Si, je vous jure, c'est super simple. Ouais, tu dis n'importe quoi, j'ai pas compris, ou je sais pas, bon bref, vous me dites en gros, vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez plus d'explications. Pas de problème, je fais un TP. Je crée un document texte et je vais l'appeler surtout ne pas effacer. 53, parce qu'il est 17h53 au moment où j'écris cette chose, ce fichier texte. Je fais enregistrer. Je retourne sur Proxmox, voilà, et mon WinDMX là, je vais faire bouton droit de la souris. Comment je fais un snapshot? Instantané, ça doit être ça. Instantané, photo, snapshot, enfin vous faites ce que vous voulez. Maintenant, et je vais créer un instantané et je vais l'appeler avant de faire. Ah, faut pas d'espace peut-être, voilà. Avant bêtise, voilà, vous avez compris, hein. Il sauvegarde l'état de la machine, l'état actuel de la machine, alors qu'elle est démarrée, hein. Il sauvegarde tout ça dans un snapshot, dans une photo. Et je vais faire plein de manips. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir
à l'état d'avant. Ça y est, j'ai fait mon instantané et là vous voyez qu'il y a avant mes bêtises à 17h54 et 44 secondes et il y a l'état maintenant. Je retourne sur ma machine et là je vais faire supprimer. Déjà, ça c'est la base. Je supprime mon fichier qu'il ne fallait surtout pas effacer. Allez, et puis je vais modifier l'ordre de mes petits raccourcis. Vous voyez, je supprime, je détache de la barre de Firefox en bas Microsoft Edge. Voilà, j'ai vraiment tout pété. Voilà, je la fous à droite. Vous voyez, vous avez compris, le PC est allumé et je fais ça. Et là, du coup, moi j'ai envie de revenir à l'état d'avant, celui que j'avais avant de faire ces bêtises sur mon ordinateur. Je vais faire soit créer un instantané, que je pourrais appeler après mes bêtises. Je peux retourner en arrière ou je peux l'éditer ou alors je peux supprimer ce snapshot. Si je supprime ce snapshot, cette photo, eh ben, je ne pourrai plus jamais revenir à l'état d'avant mes bêtises. Je ne vais surtout pas cliquer sur supprimer, je vais cliquer sur retour en arrière. VM retour en arrière avant bêtises, l'état actuel, c'est-à-dire celui avec les bêtises sera perdu, je fais oui. Je reclique sur ma console. Attention, est-ce qu'il y a toujours mon menu démarrer qui est sur la droite? Est-ce qu'il y a toujours... Voilà. Voilà. Mon fichier, surtout ne pas effacer, est revenu. Mes raccourcis sont revenus ici, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez mon menu démarrer avec toutes mes icônes en bas qui sont revenues. Et enfin, vous avez la barre des tâches qui est revenue en bas, tout en bas de l'ordinateur. Ça, c'est le bonheur, la sauvegarde plus le snapshot. Et le snapshot, ça vous permet de tester les choses sans trop de conséquences. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir des switches bien réels, là, des switches, des appareils réseau, mais qu'on pouvait aussi avoir des switches virtuels sur les hyperviseurs. En gros, ça veut dire qu'on peut avoir 4 machines virtuelles qui vont sur Internet, mais qui peuvent ne se voir qu'entre elles, ou qu'on peut avoir 4 machines indépendantes, ou enfin qu'on peut avoir 4 machines qui sont sur mon réseau, comme si de rien n'était, c'est mon cas. On peut avoir des switches virtuels. Ça, des switches virtuels qui sont dans le logiciel. Réseau, créer, Linux Bridge, Linux Bond, Linux VLAN, OVS Bridge, Bond ou Initport. Voilà, on peut créer à peu près tout ce qu'on veut. On peut créer des cartes réseau autant qu'on veut. On peut créer des bridges, donc des bridges qui vont se servir. On peut créer des réseaux à part. On peut tout faire, bien sûr sur Proxmox, bien sûr sur VMware, bien sûr sur VirtualBox. Voilà. Autre détail, dans chaque hyperviseur, là je suis sur Proxmox, vous allez pouvoir consulter les données de performance. Voilà, là c'est où? Vous allez pouvoir consulter les performances utilisées par vos VM et par le serveur physique en tant que tel. Ça vous permet aussi dès lors de comprendre qui est en train de pourrir vos performances et vous permettre de réagir. Alors j'aurais pu aussi vous parler de Docker. Docker qui est une forme de virtualisation qu'on appelle un isolateur, puisque Docker, par exemple, va s'installer sur un Linux et créer un conteneur avec sa configuration propre par logiciel. J'aurais pu, mais cette vidéo aurait duré encore 1 heure de plus au bas mot. Rappelez-vous que si vous voulez tester un système d'exploitation, si vous êtes passionné par ce domaine qu'est l'informatique, vous pouvez faire des petits serveurs pas très gourmands en ressources chez vous. Vous pouvez mutualiser du coup un ou des serveurs et vous pouvez vous mettre à la virtualisation. Vous n'avez plus le droit en stage de me dire, en entretien de stage, de me dire « Ah bah non, j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais eu de serveur pour faire un Windows Server 2022. » Bref, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas. Voilà, il va falloir à un moment s'y mettre. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, de regarder mon contenu chaque semaine, vous me faites extrêmement plaisir, je vous envoie du love, là, comme ça. Merci, ça m'aide beaucoup. Salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine, dimanche 12h, pour de nouvelles aventures. Je vous l'ai dit qu'il y avait du lourd qui arrivait? Non, je vous l'ai peut-être pas dit, ça. Pardon. Allez, au revoir, bisous! Bisous!